Donc nous sommes à, ça s'appelle comment ici? Châteauneuf-du-Rhône. Châteauneuf-du-Rhône, donc il y a un château, je sais pas. Il y a un vieux château avec des remparts. À la limite de 4 départements, la Drôme, l'Ardèche, le Gard et le Vaucluse. Voilà. D'accord. Alors, je suis en compagnie d'Adrian Rotz, C'est ça. qui s'est installé, j'ai bien compris, dans la région, parce qu'elle voulait se rapprocher à l'époque de Guy Dupuy et de... Parce que j'ai découvert la région en venant Oui, voilà, en stage chez Guy Dupuy. Oui. J'ai découvert l'Ardèche que j'ai trouvé tellement jolie. Et donc, du coup, on a choisi de s'installer là. D'accord. Et à côté aussi de Dieu-le-Fit, donc. Voilà, on n'est pas loin de Dieu-le-Fit. Vous êtes allé à suivre des réunions là-bas aussi, Colette Chollet J'y vais pas beaucoup. Et ça fait combien de temps que vous êtes allé par ici? Nous, ça fait depuis 94. Oui, donc... Quinzaine d'années. Quinzaine d'années. 15 ans. Ouais. Et donc, votre mari, Louis Hotz, a suivi un petit peu tout ce que vous faisiez. Vous êtes imprégné par capillarité un petit peu. Oui, ben, il a suivi déjà mes premiers cours, c'était encore à Strasbourg. Oui. Et donc, les cours que j'ai donnés là-bas, il les a suivis tant qu'il a été en Alsace. Et maintenant, il suit mes cours en astropsychogénéalogie. Tout à fait. Donc, on baigne toujours dans ce symbolisme astrologique. Alors, je voudrais justement avoir un petit peu un regard un peu extérieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez, très franchement, de toute cette ce champ de l'astrologie, Louis Hotz et qu'est-ce qu'on peut en dire et quelles sont vos réflexions? Vous avez l'esprit assez éclectique, hein, c'est un peu interdisciplinaire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas d'a priori préalable. C'est-à-dire que finalement, à force de rencontrer l'astrologie, à force de la vérifier, de faire des expériences, j'en arrive à la conclusion que c'est un outil qui est valable comme d'autres outils, comme la psychologie analytique, comme l'analyse transactionnelle. Enfin, c'est des outils qui s'appliquent sur l'humain, sur la personne, quoi. Ce sont des outils qui servent à nous connaître nous-mêmes, à révéler notre mode de fonctionnement, celui des autres, voilà. Donc voilà, moi j'y suis arrivé d'une manière très concrète et pratique, parce que j'ai demandé à Adrian de faire mon thème, et c'est en faisant mon thème, alors que qu'on se connaissait pratiquement pas, que j'ai découvert que, je veux dire, pour le dire simplement, je me suis retrouvé tout nu, quoi. Alors, je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'une personne qui me connaît pas arrive à savoir comment je fonctionne à l'intérieur. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Et je me suis donc dit que il devait y avoir quelque chose qui fonctionne et qui marche. Et voilà, et c'est vrai que j'ai vérifié ça au fil du temps, de plusieurs manières, effectivement. Et c'est vrai, c'est exact, que ça fonctionne. Donc pour moi, c'est une discipline qui est valable, qui fonctionne. Voilà. Alors, monsieur Mansur, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Louis Hotz? Comment vous analysez son discours? Il était proche du mien, parce que je vous ai connu il y a deux heures, quelque chose dans ce genre-là, en utilisant ces mots. Parce que quand j'ai découvert l'astrologie en allant chez Christian Singer, écouter une de ses conférences à Villefranche-sur-Saône, le pays de Morin, de Villefranche, et c'était dans les années 80, au début des années 80. Et en écoutant cette conférence, ça m'a interpellé, je trouvais curieux, bizarre. Alors j'ai vite pris rendez-vous pour avoir une consultation. Et quand j'ai vu avec ce petit rond qui me racontait tout ça, j'ai dit, mais comment il voit ça dans ce petit rond là? Il faut que j'étudie ce truc-là. C'est juste au moment où je m'étais libéré un petit peu de mes obligations de constructeur de bateau, eh bien, j'ai vite été dans tous les séminaires, surtout à l'époque, c'était les séminaires d'astrologie humaniste. L'astrologie humaniste qui a fait beaucoup... À Dieu-le-Fit, vous alliez où? C'était à Dieu-le-Fit, à Paris, à Genève, j'allais partout où il allait, je le suivais partout. Et j'étais comme groupie. Alors oui, oui. Et j'ai, comme ça, comme vous venez de le dire, constaté et en plus profiter de cette énorme évolution que Roudiard a fait
par rapport à l'astrologie bébête des gens qui essayent de deviner sans y arriver. J'ai arrêté de barboter dans Hadès et Antares grâce à, vous voyez mon allusion, grâce à l'astrologie humaniste qui a vraiment changé d'octave et qui a fait comprendre qu'il y avait un moyen là de comprendre son évolution et après une évolution possible, donc après pouvoir la réaliser cette évolution parce qu'on avait une suggestion du possible avec notre thème astrologique. Ça a été vraiment considérable. Aussi le lien avec Jung et après toute cette suite d'intelligence magnifique auquel l'astrologie nous donne accès. Alors qu'est-ce que vous entendez parce que monsieur a parlé de vérification. Est-ce que c'est un mot que vous utilisez, vérifier l'astrologie? Oui, bien sûr. Le mot outil aussi, est-ce que c'est un mot que vous utilisez? Outil, oui, il peut y avoir d'autres mots qu'outil, mais le mot outil va, c'est une bonne métaphore, le mot outil pour parler de cet instrument intellectuel, cet instrument mental, ce schéma qui est un schéma heuristique qui permet de guider l'imagination de quelqu'un qui décrit un être humain qu'il ne connaît encore pas. Et grâce aux correspondances, c'est une science de correspondance, c'est pas la seule d'ailleurs, mais c'en est une, et cette science de correspondance a son langage, et avoir un langage ça peut être aussi de l'outil, eh bien, c'est pas le même que les autres, mais le morphopsychologue, les gens qui font les lignes de la main, eux aussi, ils ont leur outil différent, et leur langage qui s'est basé sur les références physiques qu'ils ont. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre qu'il y a des indices qui sont d'ordre physique, les lignes de la main, la morphologie, l'iridologie, et puis d'autres qui sont beaucoup plus abstraits, comme la numérologie, l'astrologie. Là, c'est plus notre corps. Mais on se base sur autre chose et ça marche aussi. Alors ça nous fait réfléchir. Et c'est là qu'on comprend que le monde est un hologramme et qu'on est dans une structure, une suprastructure, une infrastructure, une métastructure plutôt, qui nous donne l'accès à l'invisible, à l'incompréhensible intellectuellement. Il y a des choses dont on n'a pas accès par nos sens, mais on peut y accéder avec ces moyens analogiques. Et c'est passionnant. C'est pour ça que j'ai continué à m'intéresser et je suis toujours passionné à écouter les astrologues parce que les astrologues, ils ont une conscience, leur champ de conscience, il est différent selon leur thème astrologique. Et à l'intérieur de ce champ de conscience, ils se déplacent. Et ils se déplacent de façon différente. Et d'ailleurs, en se déplaçant, ils le construisent, ils l'élaborent, ils étendent leur champ de conscience. Et au fur et à mesure, notre curiosité permet d'étendre nos champs de conscience. Mais dans la mesure de nos moyens, on a chacun son moyen. Là qui ont des pattes, d'autres des ailes et d'autres des nageoires. Et c'est les planètes dans nos thèmes, et peut-être Mercure qui nous permet de cheminer mentalement d'une façon différente, s'il est en feu, en terre, en air ou en eau, dans tout ce monde compréhensif ou compréhensible plutôt. Et à force de compréhension, on se bâtit ses connaissances et on édifie son champ de conscience. Et après, on le cultive. Et alors, bien sûr, il y a des champs de conscience qui sont un petit peu en broussailles. Alors vous pensez qu'on est l'expression de notre façon de nous exprimer, de penser, c'est déterminé par notre thème natal, à votre avis, Adriane? Oui, moi je pense qu'effectivement, comme disait Louis, selon qu'on a un Mercure en terre ou en air, eh bien notre façon de concevoir les choses va être différente et on va les appréhender chacun à sa manière, avec ses facettes, ses richesses et sa spécificité. Oui, alors vous êtes d'accord avec ce qui a été dit vous-même, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par les deux hommes qui ont précédé Alors oui, moi là où je suis vraiment d'accord, c'est que
pour moi aussi, l'astrologie, c'est un outil de compréhension de soi, des autres, de comment on fonctionne, de quelles sont nos richesses, nos capacités, nos dons, nos problématiques aussi. Moi, c'est vraiment cet aspect psychologique de compréhension de l'être humain, de l'astrologie qui va m'intéresser. Mais qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que l'astrologie, comment l'astrologie évolue-t-elle à votre avis? Parce que par exemple, Louis a dit oui, il y avait l'astrologie avant, et puis maintenant, après. Comment vous voyez un petit peu l'évolution de l'astrologie et dans quelle direction elle doit évoluer? Eh ben, ça c'est toujours ma façon de voir les choses, c'est que c'est une approche qui est de plus en plus, justement ce côté psychologique dont je parlais, qui va affiner de plus en plus comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne un individu. Quelles sont ses façons de faire, de penser, d'être, mais ses problématiques aussi. Moi je me base pas que sur le septénaire, il y a quand même eu les 3 planètes transpersonnelles, il y a eu tous les planétoïdes, astéroïdes qui sont rajoutés. Moi je suis très proche de Chiron, puisque mon association s'appelle Espace Chiron. Mais oui. Et ça nous donne progressivement des indices de plus en plus fins de qu'est-ce qui se passe là chez la personne dont on étudie le thème. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître un peu surprenante. Qu'est-ce que l'astrologie vous a apporté? Parce que actuellement, nous savons la discussion qu'on a eue tout à l'heure à Lyon, on se demandait pourquoi les gens devenaient astrologues, et puis qu'est-ce que ça leur apportait? Est-ce qu'ils n'avaient pas un manque quelque part que l'astrologie a pallié, a comblé? Est-ce que vous vous souvenez de l'Adrian Hotz avant l'astrologie? Moi j'ai commencé l'astrologie très tôt, parce qu'à 18 ans, quand je suis allée à Strasbourg faire mes études, j'ai commencé mes premiers cours d'astrologie aussi. Donc l'Adrian Hotz d'avant, c'était il y a très longtemps, et forcément il y a eu beaucoup de choses beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts d'ici là. Mais la première chose que m'a apporté l'astrologie, c'est de me rendre compte que les autres, toi Marie-Thérèse, Louis, un autre Louis, ils fonctionnent autrement que moi. Justement parce qu'ils ont un Mercure qui est différent, mais pas que Mercure, ils ont tout leur thème qui est différent. Et que moi j'ai une vision des choses, une façon de fonctionner, et que quelqu'un d'autre en a une qui est différente. Dans sa façon d'agir, Mars, dans sa façon de concevoir les choses, Mercure, à travers toutes les facettes de cette symbolique astrologique. Mais alors, est-ce que ce qui était important, c'est que vous reconnaissiez dans ce qui était dit, ou que vous aviez au moins la preuve que vous étiez différente de l'autre? Je ne sais pas si vous voyez, ma question est un petit peu tordue. Oui, elle est un peu tordue. Mais c'est exprès, c'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'il y a 2 questions différentes. C'est-à-dire que parfois l'astrologie, elle nous convient parce qu'elle nous montre qu'on est différent. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle nous propose autre chose pour nous, pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose d'autre qui est proposé, et c'est peut-être plus cette satisfaction qu'il y a quelque chose de spécial qui nous est proposé que de savoir si c'est vraiment nous ou pas nous. Si je vous dis par exemple, vous allez jouer tel rôle, on vous attribue un rôle, vous êtes content d'avoir un rôle. Même si ce n'est pas le rôle le plus génial, vous avez un rôle dans la comédie humaine. Ou bien est-ce que c'est vraiment votre rôle? Moi, voilà, ce qui m'intéresse beaucoup à travers l'astrologie, c'est qu'on arrive à cerner ce pourquoi je suis là, à la limite pourquoi je me suis incarnée, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Quel est vraiment mon but créateur? Qu'est-ce qui me correspond fondamentalement une fois qu'on a éliminé toutes les couches éducatives de la société? Qui est-ce que je suis réellement et quel est mon véritable rôle? Et c'est là que je vais m'épanouir. Et c'est ça que j'ai envie de toucher chez les personnes qui viennent me voir en consultation. Oui, mais en même temps, le mot rôle est un mot un peu piégé, parce qu'un rôle, c'est pas forcément ce qu'on est, c'est ce qu'on vous a attribué, et c'est la fonction qu'on vous a accordée. C'est pas fait partie de cette couche éducative de la société, mais c'est pas le rôle qui va m'intéresser effectivement. C'est vraiment ce qu'est fondamentalement la personne. Chaque personne est unique quelque part. On a tous une mission, si je puis dire, qui nous correspond, qui n'est pas le rôle qu'on nous a donné, que les parents auraient aimé qu'on fasse. Et c'est donc cette mission, si je puis me dire ainsi, ou ce que je suis vraiment, mon individualité, pour prendre un terme de c'est ce que Pierre appelait
il donnait un nom, l'ipséité. Ou l'ipséité, voilà, oui. Par rapport à Tout à l'écho. fait. Oui, qui est plus en surface. Donc c'est cette profondeur spécifique de la personne, cette ipséité, oui, c'est un terme qui convient bien. Oui, enfin, cette individualité. Excusez-moi d'approfondir, parce que même une mission, c'est satisfaisant de recevoir une mission. Si je dis par exemple à Monsieur Mazuir, vous avez la mission, je sais pas, moi, d'aller à Rio de Janeiro chercher telle chose, et puis de revenir, c'est pas la question de savoir, il est content qu'on ait pensé à lui. Ça veut pas dire forcément que ce soit la mission qui lui convenait, mais c'est la mission dont on l'a chargé. Oui, Et même vous-même, quand vous dites tout à l'heure, c'était ambigu aussi, parce que, effectivement, on est d'accord, c'est pas forcément la mission que les gens vous donnent autour de vous, mais c'est la mission que vous avez quand même reçue quelque part. Et donc, quelle est la différence entre mission et est-ce que la mission, bon, vous me direz, si on donne une mission à quelqu'un, c'est qu'il est capable de le faire. Mais en même temps, c'est pas forcé, c'est aussi une mission qu'il faut assumer. Et mission à assumer, c'est-à-dire qu'on doit l'assumer en dépit du fait que c'est pas forcément ce qui nous conviendrait dans l'absolu, mais c'est quelque chose qu'on est content d'avoir parce que c'est une responsabilité. Oui, mais en même temps, voilà, cette mission, ça peut être une mission que nous a donnée notre père, notre mère, quelque chose que eux-mêmes n'ont pas pu réaliser ou n'ont pas pu mener jusqu'au bout. Oui, justement. Et c'est là qu'on relie avec toute la psychogénéalogie, et c'est un lien que j'aime bien faire, et qu'on se rend compte qu'en fait la mission qu'on nous a donnée, pour reprendre ce terme-là, n'est pas forcément ce que nous, on porte au fond de nous, et ce que nous, on a véritablement envie de faire. Oui, mais effectivement, mais on peut dire qu'il y aurait donc d'un côté la mission que nos parents nous donnent, et puis il y a une autre mission qui serait peut-être plus intéressante, qui serait celle qu'on aurait reçue d'un autre niveau, mais c'est toujours une mission. Oui, là on rentre dans un débat plus philosophique. Non, mais je veux dire que la question, la vraie question, c'est, on en parlait tout à l'heure aussi avec M. Brémorel, qui est un des responsables de l'AFDAF, et qui disait, il parlait de l'astrologie comme quelque chose qui nous ouvre des perspectives nouvelles sur nous-mêmes. C'est-à-dire ce qui nous ouvre, on dit tiens, j'avais pas pensé à ça, ou tiens, ça va me changer, ou je sais pas, enfin, quand on reçoit une mission, parfois c'est aussi quelque chose qui peut être un changement. Un truc qu'on dit, voilà, il faut vous occuper de cette histoire. Je sais pas, par exemple, imaginez par exemple que vous avez un parent qui a laissé des enfants, vous devez vous en occuper, ou qu'il y a une maison que vous héritez, que vous en occupiez. C'est des choses qui vous tombent dessus, en fait. Oui, après, ça me correspond ou ça me correspond pas. Je peux avoir mission de m'occuper d'une maison familiale, et bien peut-être que pour moi c'est ok, c'est quelque chose qui me plaît, et à partir de là tout va bien, mais peut-être que c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire de ma vie, et c'est là faire cette différence justement entre ce que les autres projettent sur moi, ont envie que je fasse, et ce que moi j'ai vraiment au fond de moi qui me motive. Mais enfin, il pourrait y avoir une autre théorie qui serait que c'est les astres qui vous ont... C'est la mission que les astres vous proposent. Et vous préférez que ce soit la mission que les astres vous proposent que la mission que les gens autour de vous proposent. C'est une façon de préférer, si on doit recevoir une mission, on veut autant que ça vienne d'en haut plutôt que d'en bas. Eh ben, je ne sais pas si c'est les astres qui me proposent cette mission, mais c'est, comme tu disais avant, il y a une analogie entre ce que je suis et ce que je vais retrouver dans mon thème astral, donc ce que les astres me proposent. Mais cette analogie va quelque part que conforter effectivement ce qui me correspond. Il y a aussi ce qu'on appelle l'identification. On peut s'identifier, par exemple, on appartient à un certain pays, à une certaine religion. Bon, on va s'identifier, on va assumer le destin de la mission de ce groupe. Oui, le sociétal, comme je disais avant, mais c'est pas forcément ce qui me correspond à moi, au fond de moi. Et c'est ça que j'ai envie d'aller pointer. Alors justement, donc je reviens à ma question tout à l'heure. Est-ce que... bon, c'est vrai que vous avez commencé l'astrologie très jeune, finalement. C'est vrai que c'est pas un très bon exemple. Parce qu'effectivement, 18 ans, c'est quand même jeune. Mais malgré tout... du moment que vous avez parlé, à partir du moment où vous connaissiez l'astrologie, vous avez eu un autre rapport avec les autres personnes. Parce que l'astrologie, c'est aussi un discours qu'on tient aux autres. On parle de l'astrologie, on utilise l'astrologie pour les autres.
Donc, est-ce que l'astrologie a changé votre rapport aux autres? Pas la façon dont seulement vous les percevez, dans la façon dont les autres vous percevez. Parce que, vraiment, vous êtes astrologue, vous n'êtes plus perçu comme n'importe qui. Ah, bah ça, oui, mais ça, faut demander aux autres, alors. Non, mais Comment ils enfin, le on perçoivent. voit bien qu'on existe dans le regard des autres. On voit bien que les autres vous accordent plus d'importance qu'avant. Est-ce que, pour vous, par exemple, à partir du moment où vous avez maîtrisé un petit peu l'astrologie, que vous avez pu dire des choses au nom de l'astrologie, est-ce que ça vous a donné plus d'importance socialement? Oh, socialement, je dirais pas, parce que dans notre société, l'astrologie n'est pas toujours Oui. mise en avant. Mais disons dans votre entourage, ou est-ce qu'il y a des gens il y a des gens qui ont eu quand même un autre regard sur vous, en tant que, parce que comme vous étiez astrologue, vous n'étiez plus perçu comme avant. J'ai envie de le tourner un petit peu autrement, c'est-à-dire que ça me fait rencontrer des personnes qui sont en lien avec cette quête de qu'est-ce que l'humain, de compréhension de l'humain, et que moi je vais me régaler, c'est vrai, à avoir des échanges avec des personnes qui ont cette même interrogation. D'accord, donc ça ne... Bon, par exemple, quand vous faites un thème astral, quand vous avez, ça vous donne des lignes directrices de ce que vous allez dire à la personne. Oui, bien sûr. Mais Donc ça vous donne bien pour ça. Là, Donc ça vous donne quelque chose à lui dire. Oui. Bon. Et si vous n'aviez pas le thème astral, il vous manquerait quelque chose probablement. Ben oui, parce que c'est une clé vraiment supplémentaire de décodage, de compréhension de qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne, comment elle est, quelles sont ses richesses. Oui, mais alors qu'il y a des gens qui ne sont pas astrologues, comment ils se débrouillent ces gens-là? Ah, mais il y a d'autres clés. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi pour la psychogénéalogie. Et ben, je vais voir à travers tout ce qui se rejoue d'une génération à l'autre, tout ce qui se transmet, et on peut très bien le faire sans l'astrologie. Mais c'est vrai que c'est une clé qui est très complète, parce que quelque part, c'est pas une clé physique, comme les lignes de la main, mais on peut retrouver tout ce qui se passe dans le corps, par exemple. On retrouve aussi tout ce qui est toute la transmission venant des parents, des grands-parents. Et donc, pour moi, c'est un outil fabuleux de voir où en est la personne, quelle est sa spécificité. Maintenant, bien sûr qu'il y a les psychothérapeutes ont plein d'autres outils, et heureusement, chacun le Alors sien. vous, justement, vous connaissez le film Ma femme est une sorcière? Est-ce que vous avez l'impression d'être marié à une astrologue? Ça me parle beaucoup. Le mot sorcière me parle beaucoup parce que je suis issu d'une famille un peu assez religieuse, donc j'ai suivi un catéchisme catholique, un catéchisme protestant, un catéchisme juif. Bon, voilà. Alors bon, évidemment, ma mère me disait, ouh là là, l'astrologie, comme elle était très croyante, en plus, elle est partie dans une secte encore. Et évidemment, l'astrologie, c'est sorcellerie, c'est pas prévu dans la Bible, c'est mal vu, etc. Alors évidemment, la première fois que j'ai rencontré Adriane, évidemment, je me suis méfié un peu, quoi. C'est un peu le côté un peu sorcière. Et ça a été confirmé par le fait quand elle a monté mon thème natal, par le fait que je me suis dit, mais comment elle fait pour voir comment je fonctionne à l'intérieur? Il y a un côté un peu sorcier, effectivement, quoi. Alors évidemment, mais petit à petit, je me suis rendu compte que, bon, ben voilà, c'était pas une sorcière dans le sens Moyen-Âge, etc., etc. Ce sont des personnes qui ont accès, avec d'autres outils, à une connaissance plus large. Alors moi, et comme me le disait Adriane aussi, il y a d'autres outils. Hein. On n'a pas besoin de l'astrologie pour connaître ou savoir comment fonctionne une personne, parce que moi, par exemple, personnellement, je suis assez intuitif, je ressens assez bien les gens d'une manière intuitive, voilà. Évidemment, mais c'est beaucoup plus délicat, il faut être un peu expérimenté, il faut faire très attention à ne pas se laisser gagner par la raison, etc. Alors que l'astrologie, le thème astral, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est un dessin, c'est complètement neutre, je veux dire, c'est un dessin, c'est un schéma qui représente les planètes, il n'y a pas de oui, de non, de pour, de... Voilà, après c'est une question d'interprétation, etc., effectivement, mais voilà, c'est quelque chose qui est
qui est complètement objectif, j'allais dire. Il n'y a pratiquement pas de subjectivité dans un thème natal. Il est tel qu'il est. Point. C'est un dessin. Point terminé. Donc pour moi, ça c'est très important, ça. Effectivement, après, il y a le subjectif, la vision de tel astrologue, de telle école, etc., quoi. Mais le thème, lui, il est inchangé. Il ne change pas. Il restera toujours tel qu'il est. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même réconfortant, je dirais, rassurant. Ah oui, c'est réconfortant. Et vous pensez que c'est réconfortant, cette dimension objective, objectale du thème? Oui, parce que c'est un document, une carte d'identité céleste. À un moment, les humains ont constaté que ce moment de naissance était comme un flash qui gravait dans la psyché un moment et ce moment, il est une disposition planétaire, une géométrie céleste qui a un sens ou qui peut être pris pour définir du sens. Non seulement par quelqu'un qui est astrologue et qui sait définir ce sens parce qu'il connaît les analogies, mais aussi par la personne, même si elle ne connaît pas le sens, puisqu'on a tendance à constater qu'elle l'obéit ou qu'elle est dictée, ou que ses mouvements, comme une marionnette, sont tirés d'une certaine façon, avec certaines ficelles qui sont animées par telle et telle traction ou relâchement. Donc ça nous fait comprendre que nous sommes les marionnettes de quelque chose. Et quand on se comporte, on ne pourra pas dire c'est mon choix, c'est plutôt le choix du système ou de la phénoménologie de notre structure générale, astrale. Et nous sommes là comme les interprètes, même si nous ne savons pas qu'il y a une relation. L'astrologue voit très vite qu'il y a une relation quand il voit nous comporter et qu'il a le thème sur les yeux. C'est pour ça que je reproche beaucoup dans tous les colloques et toutes les réunions que les intervenants ne donnent au moins pas leur thème astrologique pour que les auditeurs qui comprennent pourquoi ils décrivent ça comme ceci ou comme cela. C'est comme si les morphopsychologues venaient avec une cagoule faire une conférence de morphopsychologie. C'est priver les auditeurs d'un moyen d'adhésion et de perception de leurs propos infiniment plus enrichissant que le propos lui-même. Parce qu'on a la continuité, on a le prolongement du propos, on a les racines du propos quand on a le thème de la personne, quand on est en train de l'écouter. Si vous aviez mon thème sous les yeux, vous dire, oui, c'est normal qu'il dise ça comme ça. Il a Mercure et on a ma planète en Vierge. Et puis les signes du lion, il a la lune en Gémeaux. Et moi, alors, monsieur Masvir, si je comprends bien, est-ce que ça veut dire que la façon dont vous parlez d'astrologie est l'expression de votre thème? Est-ce que vous seriez capable de dire ça? Donc à ce moment-là, vous devriez dire que... Même non seulement la façon dont j'en parle, mais la façon dont je l'ai assimilé. Hein, et que je l'ai compris au fur et à mesure que j'ai entendu d'autres personnes en parler. Ruperti disait, chaque fois que Roudiard n'a jamais répondu à une de mes questions. Parce que Ruperti avait Mercure en Taureau et Roudiard en Gémeaux. Et il n'y a jamais eu Et Ruperti le disait lui-même, je lui ai posé des questions, il répondait jamais, toujours à côté de la question que je lui posais. Parce qu'il n'y avait pas la connexion, ça ne collait pas. Et cependant, Ruperti a quand même s'est enrichi et a pu transmettre une grande partie de cette richesse du travail de Roudiard, mais quand même entre les personnes. Alors il y a une phénoménologie, une mécanique métapsychique qui fait que nous fonctionnons tous différemment. Bon. Et on a le schéma. On a la notice. Quand on a le thème, c'est un petit peu comme si on avait la notice. Là, si on veut lire un téléviseur ou une petite radio sans la notice, le mode d'emploi. Je ne sais pas comment, sur quel bouton je vais appuyer. Voilà, c'est la notice. Une des notices, mais le morphopsychologue peut en donner une autre, avec un autre vocabulaire, et quand on en pratique plusieurs de disciplines,
on voit que certaines disciplines vont apporter des précisions, vont donner des accès à certaines compréhensions et d'autres différemment. Mais déjà, moi j'ai bien vu, avec l'inclinaison du front, la différence entre les gens qui ont des planètes du côté ascendant ou du côté descendant, avec la subjectivité et l'objectivité. Ça se confirme très souvent, les fronts inclinés. Et maintenant, avec les nouveaux procédés de résonance magnétique, on voit fonctionner les zones du cerveau. Et si le morphopsychologue qui regarde un crâne, il ne voit que le contenant, mais il y a le contenu. Mais très souvent, il est probable que le contenu prenne la forme du contenant. Si on met de l'eau là-dedans, dans une boule, l'eau elle se met en fonction et il y a des zones qui fonctionnent différemment et maintenant avec les IRM là on comprend mieux ça, donc il y a toute une nouvelle compréhension avec les nanotechnologies aussi qui vont complètement transformer notre vision du monde avec l'homme cyborg. Ça va changer considérablement et faire évoluer, et on comprendra encore mieux, on saura encore mieux expliquer les mécanismes d'analyse par l'outil astrologique de toutes ces choses-là. C'est un monde fascinant parce qu'on est en ce moment dans la préhistoire de la compréhension de ces choses subtiles. On sait faire de la technologie, mais toutes ces choses très subtiles du genre humain, de l'esprit humain et du champ de conscience, eh ben on est encore très, on est au début, mais justement on est au début d'une chose fantastique. Mais les anciens magiciens des peuples préhistoriques, eux, ils étaient plus avancés que nous dans ce domaine-là. Alors, on va continuer, parce qu'on est quand même chez Adrianots, donc, et vous, on va vous entendre à de nombreuses reprises. Donc, la psychogénéalogie, puisque vous êtes connu pour... vous faites de l'astropsychogénéalogie, un peu comme Catherine Gestas, un peu comme Martine Barbeau. Oui, tout à fait. C'est cela. Alors, avec bien sûr ma spécificité, parce que j'ai un thème différent d'elle, pour rebondir là-dessus. Donc, c'est... est-ce qu'on peut être à la fois l'astrologie... Bon, la psychogénéalogie, on a l'impression que c'est une sorte d'alternative à l'astrologie karmique, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une autre façon de réfléchir sur l'origine du thème astral. Et ça pourrait, c'est-à-dire que ce qui m'est transmis de ma généalogie, de mes ancêtres, eh ben, les astrologues karmiques ils vont dire c'est quelque chose que j'ai vécu dans une vie antérieure. Et d'ailleurs, les deux se rejoignent peut-être. Peut-être que ce que j'ai vécu dans une vie antérieure, je viens le retrouver actuellement dans cette famille. Et effectivement... Plutôt un destin familial, en fait, oui, c'est ça. Voilà, tous les indices de l'astrologie karmique, moi je les utilise par rapport à la transmission familiale. Mais là, on peut le vérifier. On peut savoir, effectivement, qu'est-ce qui vient de mes grands-parents, de mes parents. Bon, une vie antérieure, on peut le ressentir, ça peut parler, mais bon, on ne peut pas en être sûr non plus. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce moment de la naissance. Ou en psychogénéalogie, moi je travaille avec ça aussi, avec le projet Sens, et le moment de la naissance, la façon dont se déroule la naissance, c'est quelque chose qui reste gravé en nous, j'ai envie de dire toute notre vie, bon, jusqu'à ce qu'on en prend conscience, et qu'on décide soit de continuer cette même façon de faire, soit de la transformer, parce que c'est pas toujours le schéma qui est le plus adapté pour moi aujourd'hui. Mais ceci dit, en astropsychogénéalogie, on a tous les indices dans le thème. Pour moi, comme dit, c'est vraiment un outil fabuleux de la transmission venant de la mère, du père, des grands-parents maternels, paternels, des arrière-grands-parents. Bon, il y a la fratrie, il y a toute la gestation, maison 8-9 jusqu'à maison 12. Enfin, il y a... C'est tout un monde aussi qui s'ouvre à nous. Je voudrais vous poser une question. Parce que tout ce fatras du passé, qui est très handicapant, très souvent pour beaucoup d'êtres humains, est-ce que dans la tradition ou dans la démarche chrétienne, le baptême n'avait pas pour but de nettoyer, de passer au karcher toutes ces saloperies de l'antériorité?
C'est une idée qui m'est venue il y a quelques années seulement. Au bout de quelques réflexions, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils essayeraient pas, ou est-ce qu'ils n'auraient pas, sans le comprendre bien, sans l'expliquant mal, cette notion de baptême, de tout supplanté par une puissante imprégnation métapsychique liée au christianisme. Ça ne vous est jamais venu à l'idée? Ben, moi, je suis baptisée. Oui, moi mais aussi. ça n'a pas enlevé tout ce poids transgénérationnel. Je ne dis pas que le baptême est efficace, je dis qu'ils auraient essayé, ou qu'ils ont essayé. Je ne suis pas en train de prêcher pour dire baptisez-vous, tout vous allez voir, vous allez être nettoyé. Non, je constate que ça ne marche pas, mais comme vous. Mais je me dis, mais est-ce qu'ils n'auraient pas essayé, ou est-ce que ça ne pourrait pas être une solution de nettoyage comme un mécanisme électronique désinitialisé. On arrive initialisé d'un fatras passé ça serait horrible. très beau, ça serait très beau, Horrible, mais si on pouvait, en l'occurrence, ça peut ça bien marche fonctionner. pas. Oui. Maintenant, on a peut-être perdu quelque chose aussi. Ouais, c'est au bout de 2000 probablement ans. un rituel de purification, Ouais. quelque part. Ouais. Oui. Et souvent, dans les civilisations anciennes, d'ailleurs ça existe toujours encore, la purification se fait par l'eau, par l'eau, l'émotion, etc., tout ce fatras, comme tu dis, etc. Alors il est possible que le baptême a été repris dans ce sens-là, à l'origine. En espérant que ça Un rite de purification, en espérant que ça marche de nouveau, que cet enfant soit tabula rasa de tout ce qu'il a. Il repart à zéro. Voilà, il repart à zéro, il est réinitialisé et il fait sa vie, etc. En fonction de. Voilà, on peut le concevoir. Maintenant, effectivement, ça n'a pas trop bien marché. Bien. Alors, finalement, par exemple, au niveau des raisons qui amènent quelqu'un à l'astrologie, est-ce qu'il y a le côté scientifique qui joue aussi? Par exemple, c'est de l'astronomie, c'est pas du... Par exemple, qu'est-ce que vous pensez des autres systèmes qu'on utilise pour connaître la personne ou ce qui va lui arriver? Est-ce que vous êtes tenté par d'autres pratiques qu'on appelle divinatoires, ou est-ce que l'astrologie vous paraît avoir un plus par rapport à des savoirs comme la numérologie, par exemple? Je suis mal placée pour répondre à ça parce que moi, mon outil de base, c'est l'astrologie. Donc forcément, c'est celui que je connais, que je maîtrise et que j'utilise. Donc, oui, mais est-ce pour que moi, quelque c'est part un il a ses... outil Oui, mais enfin, fabuleux. quand vous l'avez choisi, parce qu'il y a toujours la question de savoir pourquoi on a choisi cet outil. Parce qu'avant de choisir un outil, on a déjà une idée préconçue de cet outil. Parce qu'on ne peut pas l'avoir à la fois utilisé et pas utilisé. Donc on a toujours, à un moment donné, où on a une préférence, un préjugé favorable. Et après, on a... J'ai commencé l'astrologie, je ne savais pas s'il fallait y croire ou pas y croire. Si ça fonctionnait ou si ça ne fonctionnait pas. Il y avait un intérêt, un attrait, quelque chose qui m'a porté vers ça, venant peut-être d'une vie antérieure, on n'en sait rien. Mais c'est vraiment en progressant, en voyant les thèmes de gens célèbres par rapport à leur biographie, qu'au début j'étais très émue, effectivement, de voir à quel point ce thème astrologique correspond à la personne et correspond aussi aux différentes étapes de sa vie, quand on voyait les transits, révolutions solaires, donc les techniques d'actualisation. Et là, à partir de là, pour moi, il n'y avait plus de doute, c'est un outil qui fonctionnait, si on peut dire. Et alors que je ne suis pas partie dans l'idée que c'est effectivement un très bon outil, mais c'est quelque chose que j'ai découvert, qui est une évidence qui s'est imposée à moi. Mais alors, pour notre main, est-ce que les gens qui viennent voir l'astrologue, ils ne sont pas impressionnés par le fait que, justement, l'astrologie est fondée sur l'astronomie, sur des choses un savoir objectif, des connaissances, comme disait Louis Hotz, le thème astral, c'est pas une invention, ça correspond à une réalité astronomique. Vous, par exemple, Massuire, est-ce que pour vous, le rapport entre astrologie et astronomie, il est important dans votre rapport à l'astrologie? Est-ce que ça compte, ça pèse? C'est relatif, mais parce que le ciel a toujours fasciné l'humanité, et l'humanité a donné des noms à ces groupes de petits points lumineux. J'ai assisté à une conférence à Lyon faite par la directrice
du musée des Beaux-Arts sur l'astronomie égyptienne. Il y avait la constellation du chien. Alors je lui ai demandé, vous avez vu un chien, vous, dans la constellation du chien? Bon, elle n'a pas osé répondre, elle a été un petit peu ennuyée par ma question. Mais depuis des millénaires et des millénaires, on tente de raconter des histoires, de vouloir nommer et donner de personnifier, de faire de l'anthropomorphisme, en disant ça c'est le dieu machin, tous les chevaux et les animaux qui les tiraient, toutes ces choses-là, ça s'est fabriqué dans un esprit beaucoup plus primitif que le nôtre sur le plan rationnel, mais beaucoup plus évolué sur le plan analogique, sur le plan subtil. Et de donner du sens aussi. Et puis, oui. Alors, petit à petit, il y a des choses qui sont, comme vous expliquiez tout à l'heure, il y a des choses qui se sont tellement dites qu'elles ont cheminé, qu'elles ont imprégné les mentalités des humains et qu'elles se transmettent progressivement. Et il semblerait que nos constellations du zodiaque soient un héritage de ces imaginaires qui se sont faits au fil de l'évolution de l'humanité, et cet héritage a donné naissance aux archétypes, et ces archétypes nous téléguident, si on peut dire, comme nous sommes imprégnés, il y a une analogie qui se fait par rapport à notre moment de naissance, et par rapport à tout ce calage dans cette géométrie géocentrique qui fait qu'on s'y retrouve. Mais quand on fait de l'héliocentrique, les gens qui s'imprègnent de cette logique, eux aussi ils disent des choses intéressantes avec l'héliocentrique. Et ça nous fait comprendre l'immense complexité. On ne peut pas dire avec les mots actuels de notre logique actuelle la véritable explication complète. Mais on a quand même, on fréquente les frontières de ces mystères, et l'astrologie nous permet de pénétrer un petit peu dans ce monde mystérieux. Alors, quand on dit, par exemple, tout à l'heure on a parlé avec notre groupe, quand on parle du mot langage, ça vous dit quelque chose? Ça veut dire que l'astrologie est un langage? Est-ce que c'est un langage qui permet d'accéder à quoi? C'est un langage, parce que quand les astrologues se rencontrent entre eux, ils vont pas dire je sais pas, ils vont dire oui, c'est parce que Mercure est en Gémeaux. Ils vont pas dire il a une vivacité d'esprit, ils vont dire mais il a Mercure en Gémeaux. Donc c'est effectivement un langage, un code. Oui. Ah oui, mais mais c'est un langage. Attendez, justement là, je crois que c'est une question un peu piège, parce que si je vous donne mon impression, donc effectivement j'utilise un langage pour vous donner mon avis. Donc le langage, normalement un langage c'est fait pour traduire la pensée qu'on ressent pour quelque chose. Mais là, qui parle à travers ce langage? Quand quelqu'un parle, il dit ce qu'il pense. Là, en l'occurrence, l'astrologue ne dit pas ce qu'il pense, puisqu'il ne fait qu'utiliser des informations dont il prend connaissance. Il ne pense que son langage lui permet de penser. Et il dit ce qu'il a capté de ce thème. Parce que quelqu'un va venir chez moi pour une interprétation de son thème, je vais lui dire certaines choses. La même personne va venir chez Louis, par exemple, là il va dire d'autres choses. Il va l'aborder, voilà, ça complétera. Il y aura une autre facette, il y aura une autre manière d'exprimer les choses. Alors, c'est le langage, l'astrologie c'est le langage de l'astrologue, le langage des astres, le langage des gens. Oui, qu'est-ce qui parle à travers l'astrologie? Oui, c'est vrai qu'il y a le langage de l'astrologue, codifié avec les planètes, les signes, les maisons. Mais c'est pas vraiment son langage, c'est pas lui qui a inventé ces termes. Quand nous parlons, nous exprimons, c'est ce que nous pensons, nous disons ce que nous pensons. Nous ne parlons pas. Alors à ce moment-là, c'est l'astrologie qui parle à la place de l'astrologue.
Non, Qui pense à la place de l'astrologue? non, mais comme dit, c'est ce que j'ai capté de ce signe-là, de cette planète-là. Une planète, c'est un symbole qui est multifacette. Et je crois que moi, au bout de 35 ans, je peux continuer de creuser par rapport à ce que signifie une planète et je vais continuer de découvrir des choses. Et il n'y a pas que la signification d'une planète, mais il y a les interactions Oui. entre les planètes, et les interactions entre les modes, entre les éléments. Et c'est toute une structure beaucoup plus complexe que les mots croisés. Qui Et sont à aussi 80 complexe degrés qu'un dans le être sens. humain, comme je dis toujours. C'est vrai que c'est quelque chose de complexe et qu'il faut, pour moi, quand même quelques années avant d'arriver à interpréter un thème astrologique, mais parce que oui, c'est très complexe. Il y a une planète dans un signe, dans une maison, en lien avec une autre planète, aussi complexe que l'est un être humain. Et le contexte Rien du dire. thème complet qui fait que même une planète dans le même Oui, endroit oui. peut d'une personne à l'autre, parce qu'ailleurs il y a un autre contexte, se manifester, où on va pouvoir dire qu'elle se manifeste autrement. Et quand on dit, et quand on a de l'expérience, on s'aperçoit que ça marche bien. Tout à fait. Et là, ça c'est la richesse de l'être humain. Parce qu'il y a bien il y a eu des astroflash à une époque où maintenant nos logiciels informatiques nous donnent une interprétation. Mais une machine ne sera jamais capable de tenir compte d'un indice par rapport à tout le reste du thème et par rapport déjà à un autre indice. Et ça, justement, on remplacera jamais la personne humaine, l'astrologue, par rapport à cette Ou capacité-là. Bon, au jour d'aujourd'hui, alors. Mais oui, on a l'impression en vous écoutant qu'effectivement, il y a quand même une méfiance à l'égard du sujet. C'est-à-dire, effectivement, on peut dire, vous pourriez dire aussi, par exemple, que les gens ne se connaissent pas bien s'ils ne connaissent pas l'astrologie. Il y a d'autres moyens de se connaître. On peut faire une psychanalyse ou une psychothérapie. Voilà, il y a des tas d'autres moyens. Ceci dit, moi, pour connaître quelqu'un, si par exemple j'étais psychanalyste, psychiatre, peu importe, il me faudrait un certain temps, même un temps certain, avant de comprendre ce qui se passe chez la personne. Enfin, je suppose, je ne peux pas bien en parler, parce que c'est pas C'est mon ce que cas. même monsieur. Oui. Alors qu'avec le thème astrologique, eh ben, Oui. en quelques heures... Mais notre ami Louis Arduise, non c'est Louis Masur, vous aviez employé une expression tout à l'heure chez vous, vous avez parlé de prothèse existentielle. Louis Masur, c'est quelqu'un de difficile à connaître, parce que selon les gens à qui il parle, il y a d'autres facettes de sa personnalité. Parfois il est très sceptique sur l'astrologie, parfois il est très croyant. Et effectivement, là par exemple, je reprends ce que disait tout à l'heure Louis Hotz. Il parlait de son intuition. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'intuition. Ils n'ont pas assez d'intuition, ils ne voient pas tout de suite de quoi il s'agit, ils ne voient pas les choses venir, et à ce moment-là, l'astrologie peut leur servir Tout à fait. d'aide Tout à fait. pour compenser des choses qu'ils ne captent pas. Alors ça, évidemment, c'est peut-être pas très gentil de dire ça, mais c'est une piste de recherche sur laquelle on travaille actuellement, à savoir effectivement que, et ça revient à ce que je disais sur le langage, c'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie permettrait de traduire des signes, pas des signes au sens astrologique du terme, mais des signes, parce que qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est capter des signes, Oui. Capter des comportements, des attitudes, des intonations. Bon. Alors, il y a des gens qui ne font pas assez attention à certains signes, ils n'observent pas assez bien, et ils n'arrivent pas à deviner assez rapidement comment les choses peuvent évoluer, ou qui sont les gens qui sont en face d'eux. Et ce sont ces personnes-là qui, justement, auraient le plus besoin d'astrologie, au fond. Parce que, alors vous allez dire, mais on en est tous là. Justement pas. Il semblerait que, justement, alors c'est le problème de la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain normal? Quelle est la capacité
de captation, d'appréhension des choses d'un être humain normal. Et qu'est-ce que c'est qu'une pathologie, inversement, au niveau de la captation? Par exemple, quelqu'un qui ne voit pas, ou qui n'entend pas, il a une pathologie. Mais il y a des gens aussi qui ne captent pas des signes. Moi, j'appelle ça une infirmité. Alors, c'est une... Oui. Donc il y a des infirmités qui sont des infirmités, non pas sensorielles au sens classique, mais je dirais presque des infirmités parasensorielles. C'est-à-dire des gens qui ne captent pas certains éléments, certains points comme ça. Ils ne les captent pas, ils n'en font pas bien la synthèse, parce que leur cerveau ne fonctionne pas totalement à ce niveau-là, ils ne captent pas, et à partir de ce moment-là, il leur faut une aide. Il leur faut une aide. C'est vrai pour l'astrologue comme pour le client. Parce que l'astrologue, lui aussi, l'astrologue, lui, il est là pour justement servir de l'astrologie pour savoir à qui il a affaire. Et le client, il est là aussi parce que quelque part, dans sa vie, il y a des choses qui lui tombent dessus sans qu'il les ait vues venir, parce qu'il ne les a peut-être pas vues venir, justement, il ne les a peut-être pas captées. Donc, pour revenir à la question du langage, la théorie actuelle, enfin, qui se développe, c'est l'idée que l'astrologie est un langage qui permet de traduire en français les signes qui nous sont donnés, pas forcément des signes cosmiques d'ailleurs, hein, des signes comportementaux, Oui. des attitudes qui n'ont pas été bien interprétées, qui n'ont pas été bien appréciées, et donc par conséquent, et donc la personne qui a du mal à conscientiser, à apprécier, à capter des signes sociétaux, des signes, des attitudes, des intonations, eh bien, elle va trouver dans l'astrologie une solution de remplacement. Oui, une espèce de miroir qui lui permet de Oui. voir. Oui, Comme qui le est thème est un supposé, miroir. qui est supposé. La question, effectivement, c'est de savoir si l'astrologie permet de combler véritablement les lacunes au niveau de cette infirmité dont vous parlez. C'est une interaction et ça dépend de la personne en face aussi. Parce que, par exemple, si quelqu'un entend mal et que je lui donne un appareil pour entendre bien, de deux choses, une, ou bien cet appareil fonctionne ou ne fonctionne pas. Si la personne, au bout d'un mois, elle me dit « Oh ben j'entends toujours aussi mal », c'est que l'appareil n'est pas bon, ou n'est pas bien adapté, n'est pas bien ajusté. Alors on pourrait dire aussi que quelqu'un qui apprend l'astrologie, parce que c'est plus valable pour quelqu'un qui apprend l'astrologie que pour quelqu'un qui vient voir l'astrologue une fois de temps en temps. Parce que celui qui vient de temps en temps, il ne reçoit pas l'appareil. On lui donne un petit coup de sonde comme ça, mais il ne va pas se débrouiller tout seul pour autant. Par contre, quelqu'un qui suit des cours, si tenté, alors, lui, il apprend la maîtrise de cet appareil. On lui pose cet appareil, je dirais presque. On lui pose cet appareil, et il faut voir si, à partir de là, il est mieux. C'est-à-dire que si les signes qu'il ne pouvait pas capter naturellement, grâce à cet appareil, eh bien finalement, il se comporte comme tout. Il a amélioré sa perception de ce qui se passe autour de lui. C'est quelque chose qui s'approprie progressivement. C'est une sorte de prothèse. Le mot prothèse est un mot que je trouve pas mauvais, avec lequel je partage d'ailleurs. Parce que Louis Masur, il est assez déconcertant. Parce que vous l'écoutez parler, vous avez l'impression, dans un premier temps, qu'il est d'accord avec vous, et qu'il a une conception, disons, assez chrétienne de l'astrologie, mais il est quand même très lucide. Et donc par conséquent, il va vous sortir un truc comme prothèse pour l'astrologie, ce qui n'est pas forcément une expression que beaucoup d'astrologues aimeraient utiliser. Mais en même temps, ça rend l'astrologie très utile. Parce que vous parlez de l'outil. Un outil, ben justement, une prothèse c'est un outil. Ça sert à quelque chose. Quelqu'un, par exemple, il lui manque il a perdu une jambe, on lui met une prothèse, il marche bien. C'est un outil. Quelqu'un qui voit mal, on lui donne des lunettes, c'est un outil. L'outil, c'est souvent un moyen de pallier une infirmité. Hein, presque toute par exemple, quelqu'un qui marche mal, on lui donne une petite voiture, ben c'est un outil. Un fauteuil électrique, c'est un outil. Il faut qu'il apprenne à se servir de sa petite voiture. Voilà. Mais je veux dire que c'est une approche que je vous signale comme ça, un peu étonnante, mais qui est une façon de positionner l'astrologie en disant voilà, ben finalement, moi je suis un prothésiste, je pose
je pose un instrument qui permet aux gens de mieux entendre, de mieux capter, de mieux voir les choses, de mieux prévoir les choses, et de mieux prédire les choses. Et de prendre conscience des choses. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Donc cette astrologie, l'humanité l'a créée parce qu'il y avait un besoin de connaître l'inconnu, ou d'accéder plutôt à l'inconnu ou à l'inaccessible. Et c'est très ennuyeux de ne pas pouvoir accéder à l'inaccessible, surtout quand on le soupçonne, l'accessible. Parce qu'avant, il y a une pré-perception des choses avant qu'elles se concrétisent. D'ailleurs, l'idée naît comme ça, et c'est une émergence de mise en forme, puis après, qui est verbalisée d'une certaine façon, selon les mercures, et qui, au fil de la verbalisation, se prend une forme mentale et intellectuelle, puis après communicable avec le congénère. Là, il y a tout ce phénomène de toute cette évolution, toute cette phénoménologie d'instant après instant chez l'individu. Nous vivons la succession des instants, et même le cardinal fixe mutable nous fait comprendre comment cette succession des instants se fait chez l'individu. Moi j'ai des petits-fils qui sont, dont un est hyper cardinal, mais c'est un tout de suitiste. Il n'y a que le tout de suite qui existe. Donc toute la libido est mise sur l'instant, sur le début des choses. C'est l'archétype de la cardinalité. Moi j'ai une fille bélier ascendant bélier, mais elle arrache les poignets des sacs. Parce que si le sac pèse 40 kilos, elle met 80 ou presque 100 kilos de traction dans une fraction de seconde. Parce qu'il y a la peur du poids du sac. Ce n'est pas comme le signe fixe ou le mutable pourrait appliquer les 41 kilos pour pouvoir le soulever. Il y a tout de suite la panique du bélier qui manque de cette confiance, justement, parce qu'il sait qu'il est bon que dans les premières fractions de cette succession des instants. Donc il n'y a que ça qui l'intéresse. Et après, il n'y a plus rien. Ça ne se passe plus. Donc il faut, quand on se met employeur, il faut savoir quel rôle lui donner pour qu'il puisse s'épanouir dans ce rôle, ou pour même être efficace. Moi j'ai un ami aussi qui est bélier ascendant bélier, il s'est arraché le tendon du muscle, bien costaud, mais il donne une impulsion de départ qui dépasse la capacité de résistance de sa musculation. Et dans de nombreux cas, on peut faire comprendre aussi avec le mutable ce qui se passe dans la succession des idées et comment elles se rattachent les unes aux autres, et comment une idée en amène une autre, en génère une autre, et puis donne plusieurs autres pour explorer plusieurs possibles. Donc il y a toute une mécanisation de la conscience qui se comprend avec le thème. Et ça permet de comprendre en même temps quelle est la meilleure façon qu'on a de fonctionner. Quels sont nos atouts. Oui, parce que justement, pour en revenir à ce qui avait été dit sur la prothèse, entre guillemets, c'est que peut-être que l'astrologie est une tentative de rationalisation de l'intuition. Voilà, exactement. Parce que l'intuition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas dessiner, qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas façonner, c'est pas quelque chose de physique. Donc évidemment, il y a une tentative, je pense, de rationaliser, c'est-à-dire de mettre par écrit, de fixer des règles, des codes, des symboles, pour que ça puisse être transmis d'ailleurs, et pour l'appréhender d'une manière correcte, je veux dire, pour tout le monde, que ce soit compris de la même manière par tout le monde. Alors que l'intuition, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très objectif, comme dirait Jung, parce que ça appartient à la personne elle-même. Voilà, alors qu'une autre personne aura une intuition complètement différente, la décrira d'une manière complètement différente. Voilà, on pourrait le dire un peu comme ça. Oui, je crois que vous êtes c'est assez juste ce que vous dites, effectivement, sauf que c'est un peu aliénant comme point de vue, parce que c'est vrai qu'après tout, si l'être humain a une certaine sensibilité qui lui permet de capter des choses assez subtiles,
peut-être qu'il est nécessaire d'en rester là et de rester. Est-ce que ça présente un intérêt d'introduire? Alors ça pose un problème extrêmement délicat. Hein, et c'est par exemple, c'est comme si vous disiez, oui, en français, vous comprenez, il y a des gens qui en France comprennent pas bien la langue française, alors on va peut-être parler plus lentement, on va peut-être parler par écrit parce que en écrivant c'est plus facile qu'en parlant. Je veux dire, cette façon de se mettre au niveau des gens les plus faibles ou qui ont le plus grande difficulté, est-ce que c'est vraiment la solution pour une société que de s'aligner sur le maillon faible? Parce que c'est ça un petit peu. Alors il y a des gens qui effectivement ont des fragilités à ce niveau-là. Est-ce que l'idée généreuse, effectivement, serait de dire bon, mais écoutez, pour qu'on ne vienne pas dire qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres ou plus capables que d'autres, on va tous dire qu'on va passer par l'astrologie. Ou bien, par exemple, pour prendre le cas d'Internet, je sais pas, oui, bon, il y a des gens qui s'expriment pas aussi bien que d'autres, alors, bon, ben, on va tous écrire, comme ça, il n'y aura pas de jaloux, on va tous, c'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'on va empêcher les gens de, on va dire, oui, c'est trop subtil, tout ça, c'est comme si, par exemple, je sais pas, moi, il y a des joueurs d'échecs, ils sont trop forts, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé ça, mais ça marche. Hein. Donc effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu glauque dans cette façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'une façon d'abord, il y a un côté très, quand même, comment dire, très techniciste, hein, non. Donc d'un côté, il y aurait l'intuition, la sensibilité. On capte des choses, le côté technique, objectal, objectif. Voilà, il y a une espèce de lutte entre ces différents plans qui crée un malaise à la limite, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il y a une tentation, en effet, de dire, bon, ben voilà, il y a des choses qu'on comprend pas. C'est par exemple, je sais pas, c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup au problème des immigrés, par exemple. Bon, c'est vrai que parfois, quand ils regardent la société française, ils disent on ne comprend pas pourquoi un tel a été choisi ou pourquoi celui-là il a plus d'autorité que les autres. Ça leur échappe. Il y a des choses qui leur échappent. Il n'empêche que les gens qui appartiennent bien à ce groupe, ils savent très bien pourquoi c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut remplacer un manque de sensibilité par un ersatz, par un succès d'année qui ferait l'affaire aussi? C'est ça la grande question. Et en disant oui, c'est trop subtil, alors faisons des choses très, très précises. Voilà. Donc on a l'impression que c'est la subtilité des choses humaines qui fait problème chez certaines personnes et qui les amène à préférer des formules qui soient plus rationnelles, entre guillemets, plus mathématiques, plus visibles. On peut le faire, on a des objets, on a des calculs. Qu'on peut voilà. Mais moi je pense que quand même on risque d'aller vers un appauvrissement de la nature humaine et de la condition humaine. Peut-être que ça en vaut la peine, mais en tout cas, il faut bien comprendre. C'est peut-être l'avenir d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un peu une victoire de la technique, disons. Voilà. C'est une victoire de la technique, du calcul, de tout ça sur la sensibilité. Personne qui, visiblement, c'est comme quelqu'un qui trébucherait, voyez-vous. Il ne voit pas bien, il trébuche sur un obstacle que d'autres personnes ont vu. Bon, maintenant, on peut doter la personne d'une espèce de radar. Imaginez, par exemple, que, alors on dit, en fait, tout le monde va avoir un radar, alors que, bon, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas, imaginez qu'on ait un groupe d'agents qui sont aveugles, alors on invente un beau jour une machine qui permet de détecter les obstacles, etc., sur un radar, etc., et on dit, ah, mais ce serait très bien si tout le monde avait son radar. Et vous, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que cette façon de dire, parce qu'à ce moment-là, nous, on ne nous remarquerait plus. On ne se ferait plus remarquer. On aurait un radar comme tout le monde. Il n'y aurait pas d'un côté ceux qui ont un radar avec leur truc, et puis l'autre, ceux qui n'ont pas besoin de radar. Hein. Donc cette façon de vouloir que tout le monde ait besoin de son astrologie, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait besoin et d'autres qui n'en aient pas besoin. Voyez-vous, ça va loin, ces trucs-là. Voyez-vous, c'est pas si simple. En fin de compte, il y a des sous-entendus qui ne sont pas d'une clarté évidente, parce qu'en réalité, on se dit, mais alors, oui, d'accord, je crois qu'il est quand même sain parce que nous, on s'interroge beaucoup à la façon dont on parle, il est quand même sain il serait peut-être sain, je dirais, de développer ce point-là, en disant...
Après tout, ça existe, les prothésistes. Hein. C'est un métier honorable. Nous sommes des gens qui fabriquent des voitures aussi, des gens qui fabriquent des ascenseurs aussi, des gens qui fabriquent des... Qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur? Sinon, quelque chose pour aider les gens à monter les étages quand ils n'arrivent pas à les monter, ou quand ils sont trop chargés, je ne sais pas quoi. Pourquoi le métier d'astronome ne s'assimilerait pas à ces métiers qui sont là pour soulager la personne qui est face à des poids trop lourds, face à des obstacles trop difficiles pour elle, mais mais ça ne concernerait que certaines personnes qui ont justement ce problème. Et pas forcément tout le monde. Il faudrait quand même considérer que, par exemple, imaginons quelqu'un qui soit né avec une jambe en moins, je ne sais pas, il sait quand même que ce n'est pas l'état normal de la population. On ne va pas lui raconter que tout le monde est comme lui. On ne va pas lui raconter que tout le monde devrait être comme lui. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des enfants qui s'imaginent ça, mais je veux dire, il ne faudrait pas quand même qu'on aille trop loin dans ce délire. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que, quelque part, on dise, voilà, bon, très bien, toi tu as un problème, on t'installe un truc. Mais il faut bien savoir que ton petit camarade, lui, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi il n'a pas besoin de ça? Ah ben parce que lui, il court normalement. Mais comment ça se fait qu'il court normalement? Alors on tombe dans une sorte d'hyperrationalité. Mais comment ça? Lui, il n'a pas une machine qui fonctionne bien, et il court quand même? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, on retombe dans le même problème. D'ailleurs, oui, alors c'est là qu'on tombe dans l'hyperrationalité. Lui, il n'a pas sa machine, ça n'a pas été fabriqué pour ça. Et moi, j'ai ma machine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal. Je comprends pas, on comprend pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'on comprend pas comment... c'est ça le plus drôle, on comprend pas forcément comment un organisme fonctionne. On comprend pas exactement pourquoi on marche, pourquoi on vit, etc. Donc, quelque part, si on doit supprimer tout ce qu'on ne comprend pas pour le remplacer par quelque chose qu'on comprend, il y a un risque d'appauvrissement, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on comprendra un jour. Peut-être qu'on comprendra un jour, par exemple, pourquoi on a l'intuition de certaines choses, pourquoi on capte certaines choses. Et ça va peut-être on va peut-être trouver des systèmes, même au niveau des neurosciences, qui nous permettront de le comprendre, et qui ne seront pas forcément de l'ordre de l'astrologie du tout. Donc, quand on entend les notables du monde de la psychologie à France Culture, très souvent je me dis, oh les pauvres, s'ils avaient seulement étudié un petit peu l'astrologie, ils ne diraient pas ces bêtises-là, ou ils n'aborderaient pas cette question de comportement de cette façon-là. Moi j'ai tendance à les plaindre d'être privés. Ils se sont privés eux-mêmes, bien sûr, hein, parce qu'ils se sont dit, oh là là, leur truc là. Mais il leur manque des moyens. Et peut-être quand on est astrologue, il faut aussi se dire, bon, j'ai les moyens que l'astrologie me donne, mais d'autres disciplines en donnent aussi. Alors on a tendance à vouloir un petit peu devenir polyvalent et s'intéresser à d'autres disciplines, parce qu'on s'aperçoit que ces autres disciplines apportent des réponses aussi. Mais ça peut être un piège, parce qu'on arrive après à une telle ouverture que nos petits modes de pensée ne maîtrisent plus assez. Alors est-ce qu'il faut, c'est une grande question, est-ce qu'il faut rester très spécialisé, très étroitement spécialisé dans une discipline, ou s'il faut vraiment les aborder toutes? Là je me pose la question aussi. Quel est votre avis, monsieur? Je vais vous répondre, moi. Moi, je pense que le mot discipline est un mot outré, ici. Parce que, ce mot discipline... On va changer. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, si je dis par exemple, nous avons une intuition de ceci ou de cela, c'est pas une discipline. C'est même pas quelque chose qui s'apprend. Donc, dès que vous parlez de discipline, vous parlez de prothèse. Dès que vous parlez de discipline, il faut apprendre telle technique, ou même de la psychologie, etc. Si c'est des choses qui sont innées en nous, on n'a pas besoin de les acquérir, on n'a pas besoin de les apprendre. Donc effectivement, moi, dès que vous me parlez de psychologie, moi je dis, les gens qui sont psychologues naturellement, ils n'ont pas besoin d'apprendre la psychologie. Donc dès qu'on dit à quelqu'un, et d'ailleurs je vous dirais que les gens, on disait d'ailleurs cet après-midi, les gens qui apprennent de la psychologie, de ceci, de cela, c'est déjà l'expression d'un manque. Ça veut dire que quelque part, instinctivement, naturellement, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas d'un côté l'astrologie, de l'autre côté la psychologie. Il y a d'un côté l'astrologie et la psychologie. De l'autre côté, il y a tout simplement l'être humain qui fonctionne normalement et qui capte normalement les choses. C'est là le vrai clivage.
L'être humain qui fonctionne normalement, il a envie d'évoluer. Et pour évoluer, cet être humain qui fonctionne, comme vous dites, normalement, il sent qu'il n'a pas l'accès à tout. Et il cherche des moyens d'accès, et l'astrologie ou d'autres sciences humaines qui sont à base d'indices, j'appelle ça les sciences à indices, que ce soit des positions astrales ou des choses là du corps ou des nombres, ces sciences à indices, c'est une démarche de l'humanité devant son incapacité à aller vers de l'inconnu. Mais vous connaissez la phrase de M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Oui. On peut aussi faire de l'astrologie sans le savoir. C'est peut-être que nous faisons une astrologie intérieure, qui fonctionne toute seule, et d'autres personnes ont besoin d'une astrologie extérieure, externe. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que cette astrologie que certaines personnes ont besoin d'apprendre, elle n'est que le reflet d'une astrologie intérieure qui ne s'apprend pas. Et là, donc il y a un manque de l'inné, il y a une faiblesse de l'inné qui est compensée par de l'acquis. Mais d'une manière générale, je pense que la meilleure défense de l'astrologie, la meilleure astrologie, c'est une astrologie qui ne s'apprend pas. De toute façon, d'ailleurs, vous le savez très bien, puisque vous savez très bien que vous vivez votre thème même si vous ne le connaissez pas. Bon, donc de toute façon, au pire des cas. Mais moi, je pense que il faut attacher beaucoup d'importance à la science des signes. C'est-à-dire des signes, enfin, ce qu'on pourrait appeler la sémiologie. C'est-à-dire que, et cette science-là est extrêmement mystérieuse. Comment nous captons les cosmos? Comment nous captons les astres? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui fait que notre thème astral, nous l'avons en nous? Comment ça s'est produit? Il faut supposer une sensibilité au cosmos. Comment fait-il que les gens dans la vie, ils arrivent à anticiper, à prévoir ce qui leur arrive et à savoir à qui ils ont affaire? C'est aussi une question de sensibilité. Quand on n'a pas cette sensibilité, ni aux êtres humains, ni au cosmos, ni à la nature, ni à je ne sais pas quoi, ben on cherche autre chose. Alors on a des disciplines, alors on a de l'astrologie, alors on a de la psycho, alors on a toutes sortes de prothèses. Mais c'est sûr que les réponses, on les a quelque part en nous, et qu'on les sent, on les pressent plus ou moins, mais que ça permet aussi de confirmer que, bon, là, c'est le moment où j'ai envie de changer de voie, c'est le moment où j'ai envie d'ouvrir mon entreprise. Je sens que quelque chose me pousse à ça, mais sans en être bien sûr, sans avoir suffisamment peut-être de confiance en moi, et cet outil extérieur, dans ce cas-là, me permet de confirmer... Oui. Sauf que, et là il y a un point aveugle qui apparemment n'a pas été dit, à condition que l'astrologie soit valable. Non, parce que d'un côté, c'est ce qu'on appelle la proie pour l'ombre. D'un côté, vous avez votre ressenti, d'accord. Bon, il a ses limites, peut-être, d'accord. Et vous proposez de compléter ou de prolonger ce ressenti avec quelque chose d'autre, dont la valeur intrinsèque pose problème à toutes sortes de niveaux. Oui, bon. Probablement que l'astrologie aussi est une projection inconsciente du ressenti de l'intuition. Hein. C'est pour ça qu'on fonctionne ainsi. Vous voulez parler de la pratique de l'astrologie, pas du savoir lui-même? Non, de la pratique. C'est pour ça qu'elle fonctionne aussi bien. Voilà, donc là, M. Hotz a effectivement été très lucide en disant ça. Et qu'en réalité, il dit qu'un bon astrologue, le meilleur astrologue, c'est celui qui a le moins besoin de l'astrologie. C'est-à-dire qui va agrémenter et qui va étayer et qui va faire ses choix au niveau de ce qu'il va prendre du thème astral, en étant inspiré par une intuition. C'est-à-dire qu'en fin de compte, donc, et inversement, le pire astrologue, c'est celui qui n'a aucune intuition, qui ne capte aucun signe, et qui se fierait uniquement et aveuglément au thème astral. Oui, qui serait entièrement analytique, quoi. Et là, il est probable que le thème astral tout seul, sans aucun apport de perception de la part de l'astrologue, fait problème. Bien que, comme on l'a vu avec... Il y a Madame Fuseau-Brecht, vous savez? Suzelle Fuseau-Brecht, vous l'avez connue? Vous l'avez appelée par son prénom? J'ai dû la rencontrer. Alors, elle raconte 10 fois, 100 fois la même histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on l'a encore reproduite plusieurs fois sur Téléprovidence. En 1970, un jour, j'étais à Londres
et puis il y avait un astroflash, et puis j'ai tiré les thèmes de mes proches, et puis ça marchait merveilleusement, et puis c'était pas du tout le travail, il n'y avait pas du tout là le cas d'un astrologue qui ressentait quoi que ce soit, parce que c'était pas quelqu'un... Ouais, alors ça, c'est l'émerveillement. Elle est morte malheureusement il n'y a pas longtemps. C'était son chemin de Damas. Là, vraiment, alors là, ce jour-là, elle a été épatée par l'astrologie. Donc effectivement, même quand l'astrologue ne peut même pas intervenir, mais il y a à ce moment-là une qualité de langage. D'abord, il faut savoir écrire. Hein. Il faut écrire ces programmes d'astrologie. L'autre jour, j'interviewais au Mans un astrologue, il me disait ah oui, mais tout le talent, c'est de savoir écrire. C'est-à-dire de savoir dire les choses d'une façon telle que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que je dis, ou que ça fasse écho à tout le monde. Donc, alors, il y a des gens qui ont une façon de parler qui est très maladroite, et qui fait que, les gens ça passe pas. Mais inversement, il y a des gens qui savent tellement bien dire les choses que tout le monde, que ça parle à tout le monde. Donc si vous avez quelqu'un qui écrit magnifiquement bien, eh ben, il faut bien reconnaître que d'une part, il a une façon séduisante d'écrire, deuxièmement, il parle de vous, donc vous sortez pas, et en plus, il a des expressions, il a des tournures que vous pouvez comprendre à votre façon. Oui, mais il est dans une généralité. Oui, mais c'est une généralité en théorie, mais une généralité où chacun, vous savez, il y a on sait par exemple, il y a des poésies qui sont dans la généralité, mais où chacun se sent visé. Hein, donc c'est pas, il y a des choses qui ont une valeur universelle, alors que c'est le même document, et par exemple, regardez une musique, une très belle musique, elle est dans la généralité, puisque tout le monde l'apprécie, et pourtant chacun se sent touché individuellement. Donc c'est pas incompatible, on peut très bien avoir un très beau texte qui parle à chacun d'entre nous. C'est ça le problème. Oui, mais comment on peut très bien avoir un thème natal qui est objectif et qui ne va pas changer, qui restera toujours du début, j'allais dire du début du siècle jusqu'à la fin du siècle, ce thème ne changera pas. On peut complètement le regarder d'une manière complètement analytique, c'est-à-dire compter combien il y a de points joués donnés au cardinal, combien de points joués donnés à la terre, au feu, combien de points joués donnés à Vénus ou à Mars qui est dans ce signe, etc., dans cette maison, ou alors, en plus, avoir une interprétation personnelle. Et l'interprétation personnelle de ce thème-là, eh bien, c'est ce côté intuitif qui va commencer à rentrer en ligne de compte. Donc, sert de support à cette intuition. Voilà, exactement. Oui, donc ça transcende l'astrologie. Tout à fait. Oui, c'est ça Et c'est pour ça que ça marche oui. bien, parce que ça allie les deux. Oui, mais certaines personnes, vous avez une position qui est, disons, mesurée, mais certaines personnes ont besoin d'aller plus loin dans leur discours sur l'astrologie. Ils ont besoin de dire que l'intuition ne joue pas de rôle dans leur travail, et que, heureusement, parce qu'autrement, ça créerait des problèmes de projection, non, effectivement. Bon, enfin, écoutez, on a fait le tour des certaines questions. Vous aurez donc le plaisir de vous voir bientôt sur Téléprovidence. Toute cette discussion entre nous, elle va être quand même suivie par pas mal de centaines de gens, donc ça va être amusant. Mais je vous remercie de votre présence. Grâce à vous, j'ai pu poser certaines questions que je n'aurais peut-être pas posées autrement, parce que on était un petit peu dans un cercle vicieux à un moment donné, et donc là, je permets d'apporter une ouverture. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous qui formez couple avec Adrian Hott, effectivement, quelque part, bon, il y a aussi le problème masculin-féminin, entre parenthèses, qu'il faudrait d'ailleurs aborder aussi. Mais quelque part, c'est vrai que, bon, j'ai toujours des images un petit peu bizarres, mais c'est vrai que, par exemple, imaginons par exemple un sportif qui épouse une femme qui est paralysée. Bon, cette femme qui est paralysée, elle a acheté une super petite voiture qui marche. Quelque part, cette fille qui est paralysée, elle va plus vite que le sportif. Et donc, il y a une espèce de renversement de situation. Celui qui est moins disposé, grâce à cette fameuse prothèse, il est plus performant que la personne normale. Oui. Donc, il y a une espèce de spirale là qui est tout à fait excitante, mais qui est à la fois inquiétante. C'est la tentation presque satanique, hein, presque faustienne, c'est-à-dire, tu vas être plus fort que les autres, on va te donner un objet, un savoir qui va te permettre d'aller encore plus loin que les autres, mais en même temps, est-ce qu'il ne va pas perdre son âme ?
Oui, c'est... Est-ce que l'humanité, en se fiant comme ça à des techniques qui sont des prothèses, est-ce que quelque part elles ne s'aliènent pas, elles ne perdent pas quelque chose de fondamental, même si c'est tellement subtil qu'effectivement ça devient suspect, mais est-ce qu'il ne faut pas accepter de vivre dans la subtilité? C'est-à-dire accepter que... Parce que finalement, on en vient à quelque chose d'assez paradoxal, c'est que finalement, on ne peut pas refuser la subtilité en astrologie. Parce que la façon dont nous captons les astres, c'est subtil. Donc, finalement, ça devient curieux, parce qu'on va faire une astrologie de l'astrologie. Parce que finalement, d'une certaine manière, ben oui, parce que finalement, si l'astrologue, à force de dire oui, mais c'est trop subtil, les relations entre les gens sont trop compliquées, c'est trop vague, etc., d'accord. Mais si l'astrologue ne joue pas la carte de subtilité, comment va-t-il expliquer que l'être humain puisse être sensible aux astres? Donc c'est un peu couper la branche sur laquelle on est perché. L'astrologie peut-elle se permettre de dire que... Parce que c'est amusant cette discussion que nous avons, parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive un peu dans l'absurde. C'est-à-dire effectivement, quelqu'un dont pertinemment on sait que... C'est vrai qu'il y a une dimension très technique dans l'astrologie, mais il y a quand même une question préalable, c'est de savoir pourquoi nous sommes marqués par les astres. Est-ce que c'est pas justement parce que nous avons une certaine subtilité? Est-ce que ce mystère, parce que c'est un mystère, ce mystère de la façon dont nous sommes marqués par les astres, ça ne relève pas d'une subtilité? Donc s'il y a subtilité déjà du fait que nous soyons récepteurs et réceptifs aux astres, à ce moment-là, on en revient au même problème. Cette subtilité, par quoi on va la remplacer? Alors vous allez me dire, oui, ben on va la remplacer par l'astrologie. Oui, mais l'astrologie qui va expliquer pourquoi l'astrologie existe. Il y aura toujours un moment donné où on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'on repousse le problème plus haut. On repose la difficulté plus haut. On dit, oui, ben d'accord, grâce à l'astrologie, oui, mais qui est-ce qui explique l'astrologie? Et qui est-ce qui explique que nous soyons... Et donc finalement, c'est une voie qui ne mène à rien. On ne peut pas renoncer à la subtilité. On ne peut pas dire que la subtilité fait problème. On peut dire que certaines personnes n'ont pas une certaine sensibilité et qu'on va les aider à l'avoir. Mais on n'a pas le droit, ces gens-là n'ont pas le droit de contre-attaquer en disant oui, mais les autres, ils font n'importe quoi, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils réagissent n'importe comment, etc. C'est là qu'il y a une espèce de fil de rasoir sur lequel on se trouve, c'est que c'est comme si l'astrologue devait à la fois jouer la carte de la subtilité quand il parle de l'influence des astres et refuser la carte de la subtilité quand il s'agit de montrer que l'astrologie est utile aux gens. Il y a un peu une difficulté là. Voilà, donc je vous laisse sur cette question de perplexité, mais disons qu'il faut bien comprendre qu'il y a des positions stratégiques il faut les assumer complètement. Parce que si on peut être intéressé par un certain point, et puis après on s'aperçoit que ce même point, c'est comme vous savez dans un procès, vous pouvez choisir un certain système de défense, vous allez voir que ce système de défense, à un moment donné, il ne marche pas du tout pour vous, parce qu'il va se retourner contre vous à un autre moment. Parce que vous ne pouvez pas développer un argument pour justifier telle chose, et puis à un autre moment, l'argument opposé va vous être opposé pour autre chose. Donc c'est pas facile, d'ailleurs c'est la conclusion à laquelle nous étions venus cet après-midi, il n'est pas facile de parler d'astrologie. Voilà. Ce n'est pas un sujet facile. Il est facile de faire, facile de faire de l'astrologie, de pratiquer l'astrologie, d'aider les gens par l'astrologie, mais c'est une toute autre affaire que de parler de l'astrologie et d'expliquer ce qu'est l'astrologie. C'est... Oui. Ça ouvre plein d'autres... Non, mais je veux dire, c'est un autre problème. C'est un autre problème et c'est une... métaphysique. Voilà, c'est un terrain beaucoup plus glissant de parler de l'astrologie que de faire de l'astrologie. Oui, en effet. Voilà.